recording. Okay. Merci beaucoup. Donc, je reprends. L'objectif de cet échange est de faire connaître ce dispositif d'appui aux relations sociales et de vous donner à voir quelles sont les possibilités au sein de vos entreprises. Et tout d'abord, pourquoi appui aux relations sociales et pas appui au dialogue social? Tout simplement parce que dans le dialogue social, on entend deux choses. On entend le dialogue social institutionnel, c'est-à-dire les instances représentatives du personnel, qui est géré par les délégués syndicaux, qui est géré de façon, on va dire, très cadrée, au moins pour la base légale, et ensuite qu'on peut développer de façon supralégale. Et à côté de ça, vous avez aussi les relations de travail. Ces relations de travail, c'est le dialogue qu'il va y avoir entre les managers, entre direction, manager et manager. Ça va être aussi, surtout en ce qui concerne ce dispositif, les relations entre équipes, entre les différentes équipes. Par exemple, on voit souvent des conflits générés quand vous avez imaginé une usine avec à l'étage les bureaux, l'administration des ventes, la direction. Et au rez-de-chaussée, vous avez les locaux, les ateliers, vous avez la logistique, vous avez les manutentionnaires. Rapidement, vous allez tout de suite voir les personnes se parler en disant « Ah, ceux du haut, puis ceux du bas. » C'est fini. La confiance va commencer à se rogner petit à petit en disant « Ouais, mais ceux du haut, ils font leur vie, ils ne font pas pour nous. » Et ceux qui sont en haut vont dire « Ah, ceux du bas, ils se plaignent tout le temps, ils ne sont jamais contents, ils font du bruit. » Voilà comment ça peut très rapidement partir en conflit ou en relation de travail dégradée, juste à cause de la position géographique, sans même la moindre maladresse de qui que ce soit. Et forcément dégrader l'environnement de travail, dégrader la qualité de vie au travail et bien sûr indirectement la qualité du travail lui-même. Donc tout ça, pour nous, ça rentre dans le champ des relations sociales et c'est donc quelque chose qu'il faut traiter quand il est dysfonctionnel ou au moins apporter des solutions préventives quand il y a des changements. S'il y a des changements de bureau géographique, on peut anticiper grâce à ce genre de dispositif. Donc, vous l'aurez compris, on va travailler essentiellement sur la qualité des interactions au milieu des entreprises. On va chercher à intervenir sur la structure, sur le contexte qui va permettre ces interactions-là. Comme vous l'avez dit dans le nuage de mots, la transparence, la communication, l'écoute active, c'est des choses, on a l'impression que ça coule de source, mais qu'on oublie rapidement quand on est sous le coup d'émotion. Et donc ça, il faut le rappeler. C'est un des angles d'attaque de ce dispositif-là. Rappeler les règles, les ancrer bien présents en mémoire, les afficher pour que tout le monde le voie au fur et à mesure des discussions qu'on doit récupérer justement cette confiance. C'est un des objets de ce dispositif-là. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de faire face au contexte récurrent, c'est-à-dire ce cercle vicieux qui fait que quand on est engagé dans quelque chose qui devient conflictuel, on voit toujours les mêmes choses. Revenir en cercle sans fin, on se dit qu'on ne s'en sortira jamais, parce qu'on a l'impression que ça revient toujours, on revient toujours au point de départ. Et cette démarche, c'est une démarche qui, pour la petite histoire, a été développée déjà depuis les années 90 au Québec, donc c'est une démarche qui a une longue histoire, qui a été importée en métropole depuis les années 2000, on va dire, testée à grande échelle depuis 2011 et étendue sur tout le territoire depuis 2015. Et on commence à le déployer ici maintenant à La Réunion. J'en suis le référent, j'ai été formé pour, et j'essaie de le développer de plus en plus justement pour vous le proposer. Et justement, vous pouvez donc faire appel à ce dispositif qui se passe souvent en termes de pompiers, parce que c'est souvent quand c'est trop tard qu'on nous appelle, mais je rappellerai encore tout au long de cette présentation qu'il y a un cadre préventif. Si vous avez une négociation conflictuelle à mener, vous savez que ça va être compliqué, vous pouvez faire appel à ce dispositif. Si vous savez que vous avez une réorganisation à faire, là encore, on peut anticiper. La prévention est toujours plus efficace que la réparation. Et dernier point, donc cette vocation est d'accompagner l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement
uniquement le CSE, par exemple, ce n'est pas uniquement une instance, c'est vraiment direction, encadrement, les représentants qui sont au centre du dispositif, bien sûr, mais aussi le personnel non encadrant. On peut le faire intervenir, on peut aller entendre les personnes directement sur le terrain qui ont des choses à dire et qui vont apporter de quoi restaurer, renforcer justement ces relations professionnelles. Point de vue technique, ce dispositif-là est piloté et cofinancé par la Direction générale du travail. Pour en assurer le pilotage sur tout le territoire, on a découpé le territoire en 3 ICIR. La Réunion fait partie donc de l'ICIR Sud-Est qui est piloté et administré par l'ARAC Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est à eux que je rends compte. C'est au sein de cet ARAC que se trouve mon superviseur, parce que chaque intervenant du réseau va avoir un superviseur qui va pouvoir trouver un support, un soutien, rendre compte, partager de l'expérience, en recevoir aussi. Et ce que je voulais dire d'autre, c'est sorti de l'esprit. Voilà, donc c'est eux qui vont piloter, on va dire, la partie administrative et par contre la partie opérationnelle se trouve ici à la RAC Réunion. Voilà. Le dispositif est donc dédié à la qualité des relations de travail en entreprise. Ce dispositif-là, malheureusement, ne peut pas s'utiliser au sein des institutions publiques, parce que le cadre est différent. Donc là, ce sera justement une alternative à penser pour nous, pour les institutions publiques qui voudraient travailler leurs relations sociales. Ce ne sera pas ce dispositif-là du coup, mais qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre? Et pourquoi pas s'en inspirer, parce qu'au final, le fond de la méthode reste le même si le cadre est un peu différent. L'objectif ultime, à terme, c'est de faire en sorte que vraiment les acteurs se considèrent comme des acteurs légitimes et crédibles. On revient à la confiance et à la transparence, c'est-à-dire on doit pouvoir considérer que celui qui est en face de nous a son mot à dire, que son mot à dire, je dois le respecter, même si je ne suis pas d'accord, on n'est pas obligé d'être d'accord pour se respecter, mais qu'il est légitime pour le dire et donc je dois l'écouter. Si je réclame l'écoute active, je dois l'appliquer aussi à moi-même. Les types d'intervention, c'est essentiellement curatif quand on est pompier, mais encore une fois, je vais vous rappeler que les différentes formes de dialogue en entreprise, que ce soit le dialogue social institutionnel, que ce soit les dialogues entre équipes ou au sein des équipes, est un volet préventif à ne pas sous-estimer, qu'on peut vraiment conserver. Et bien entendu, cette intervention ne peut avoir lieu que si l'ensemble des parties sont d'accord pour s'y engager. Si une partie, une délégation syndicale, un délégué, même un délégué syndical sous mandat ne souhaiterait pas s'y impliquer, si un membre de la direction qui est un acteur majeur du dialogue social ne veut pas s'y impliquer, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment que tout le monde s'accorde pour dire « Ok, je m'engage dans ce processus qui est ni plus ni moins qu'un processus de changement, en fait. » Parce qu'on évolue d'un dialogue social sclérosé ou inefficace à un dialogue institutionnel ou à une relation professionnelle qui va être productif, dans le sens où on va produire des nouvelles façons de faire, on va produire une nouvelle organisation du travail qui va être plus efficace, ou du moins, on va produire un espace qui va nous permettre de traiter ces difficultés-là. Et on l'a vu aujourd'hui, tout au long de cette crise sanitaire, comment il était absolument nécessaire de pouvoir avoir ce dialogue dans les entreprises qui ont dû changer leur façon de faire à cause des protocoles sanitaires. Sans dialogue, si on leur dit « Ah voilà le protocole, vous devez l'appliquer, vous n'avez pas votre mot à dire », ça a coincé. Ça a coincé parce que systématiquement, il y a eu des difficultés, des arrêts de travail pour s'en dégager, parce que ça devient insupportable. Alors que les entreprises qui ont réussi à se coordonner avec en mettant en place des comités exceptionnels, des comités de crise, en allant chercher des informations, en mobilisant les managers de proximité pour qu'ils puissent faire remonter les informations, pour s'assurer que ces informations soient bien comprises et prises en compte, là, tout de suite, ça a pu rouler. Parce que même si le protocole sanitaire est très strict, on a pu faire en sorte de le rendre applicable à l'entreprise. Et ça s'est vu. Plusieurs papiers sont déjà sortis là-dessus. Et c'est vraiment tout l'intérêt aujourd'hui de renforcer la présence de ce dispositif-là sur le territoire. Un petit mot sur les intervenants maintenant, pour savoir qui va agir sur le terrain. Ce dispositif est particulier dans le sens où on agit à 2. Il faut être 2 personnes pour que ce soit efficace, car la charge est très lourde.
ou l'animateur, hein. Même si l'animateur ne juge pas le fond, ne va pas agir sur le point juridique, ne va pas agir sur les solutions, il va agir sur le cadre. Et pour s'assurer que ce cadre soit maintenu, tellement l'émotion peut prendre le pas sur la raison, il faut être deux. Et ces deux personnes peuvent être deux chargés de mission à un acte à acte. Ça peut être un chargé de mission à un acte à acte ou un agent du service des services de travail, donc un inspecteur du travail, ou un consultant indépendant qui a été formé à ce dispositif-là. Donc, sur le territoire de La Réunion, les inspecteurs de travail, malheureusement, sont trop chargés en termes de charge de travail et surtout, ils ne peuvent pas intervenir là où il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Par exemple, c'est là où ils interviennent en tant qu'inspecteurs du travail. Ils pourraient intervenir que dans d'autres secteurs. La Réunion, tout le monde se connaît malheureusement et on ne peut pas garantir cette chose-là. Donc, il a été décidé que ce soit toujours le chargé de mission à RAT. Et comme je suis actuellement le seul chargé de mission formé, avec l'un des consultants qui a été formé à ce dispositif-là. Dans notre parcours de professionnalisation, donc, on a une formation sur les modalités et la posture de ce dispositif-là, mais on a aussi une logique de formation continue par de la supervision et surtout par de l'échange de pratiques. Régulièrement, tout au long de l'année, on se rencontre entre facilitateurs, c'est le nom qu'on se donne, entre facilitateurs pour exposer nos difficultés, pour exposer nos points particuliers, pour voir comment font les autres, pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Si un processus de facilitation échoue, on se dit quelles sont les leçons à tirer, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, est-ce qu'on a loupé quelque chose, est-ce que c'était inévitable, est-ce que cet échec peut déboucher sur autre chose, parce que c'est peut-être aussi une porte ouverte pour une alternative. Et tout ça, bien entendu, avec une charte très claire sur l'équidistance. Chaque facilitateur intervient auprès d'une entreprise auquel il n'a aucun intérêt, auquel il peut pas, on ne peut pas dire qu'il penche plus d'un côté que de l'autre. On doit être parfaitement impartial, parfaitement neutre. À aucun moment, on va juger les propos d'une personne ou d'une autre. C'est-à-dire que si quelqu'un nous dit « oui, mais c'est un tel qui a fait tout mal depuis le début », on va écouter, bien sûr, mais on ne va pas juger en disant « oui, c'est vrai, oui, c'est faux ». Là, c'est la personne en présence lors du processus, des différentes étapes de ce processus de facilitation-là qui vont se dire ça, qui vont voir s'il y a le malentendu qui est à la base et les difficultés à relever pour que ce genre d'attaque disparaisse. Donc, on intervient uniquement en indépendance et de façon extérieure, dans le but de responsabiliser les acteurs dans leurs discussions. C'est eux les responsables du résultat de cette facilitation. Les facilitateurs sont là pour garantir le cadre, garantir le contexte, garantir le maintien des règles, mais ils ne sont pas là pour proposer, une solution clé en main. Voilà. Et du coup, forcément, pour tout ça, on ne doit pas avoir d'intention. On ne prête pas d'intention aux acteurs. On ne va pas dire, oui, c'est un tel qui instrumentalise tout le monde. Non, on va agir toujours en se disant, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, il a le droit de le dire, il a le droit de le penser, il a le droit d'agir comme ça. Maintenant, on va mettre ça avec les règles de dialogue et s'assurer que ces règles de dialogue soient respectées. Et si elles ne sont pas respectées, comment les reformuler, comment dire les choses autrement, comment être sûr que les choses qui soient dites soient entendues par les autres. Et mine de rien, c'est vraiment un gros travail. Donc, si vous arrivez à suivre mon propos, vous comprenez que ce dispositif-là ne peut pas résoudre un conflit à chaud. S'il y a une grève, on n'est pas là pour résoudre la grève. S'il y a un conflit interpersonnel entre deux personnes, on n'est pas là pour résoudre ce conflit interpersonnel. Ça relèvera d'alternatives. Ce dispositif ne peut être que collectif et servir à reconstruire les relations entre les différentes parties de l'entreprise. Donc, il n'y a aucune obligation réglementaire, encore une fois, chacun y va de façon volontaire. Il choisit de dire oui, je m'engage dans ce processus de changement de relations sociales pour aller vers du meilleur, ou non, ça ne me plaît pas, ou non, ça ne correspond pas à ce que je pense de la situation. C'est légitime. On a le droit de refuser et c'est tout à fait normal. Et, dernier point, donc on n'a aucune influence sur le domaine juridique. On ne vérifie pas la conformité du travail. Ça, c'est le service des inspecteurs du travail et de santé au travail. Ce ne sera pas notre rôle. Donc, on n'est pas là pour faire des avocats ou pour faire des juges.
qui veut dire qu'on va donc agir sur les relations de travail dégradées quand le lien de confiance est rompu, ça se voit très rapidement. Quand les instances de représentation du personnel, par exemple, quand le CSE il devient improductif, c'est-à-dire il n'y a plus aucune réunion qui donne quelque chose de constructif, hein, quand on a des procès-verbaux à n'en plus finir, mais qui ne débouchent pas sur des décisions ou des améliorations. Mais encore une fois, et surtout, j'insiste, hein, si on peut agir en prévention, ça reste le plus efficace. Hein. Avant une grosse négociation, avant une grosse réorganisation ou de changement de lieu de travail ou d'outil de travail, eh bien, on peut vraiment utiliser ce dispositif-là. Et je reviens sur la finalité, parce que c'est vraiment important de le comprendre. Hein. La finalité, c'est que les acteurs en présence puissent vraiment définir leurs problématiques et leurs enjeux pour trouver un but commun qui est, encore une fois, le co-développement. Hein. Le co-développement de l'entreprise et le co-développement des personnes au sein de cette entreprise, à tous les niveaux, hein, du plus bas étage au plus haut étage. Tout le monde doit pouvoir se développer grâce à son travail. Les possibilités pour saisir ce dispositif, vous pouvez, tout le monde peut le saisir, hein, c'est-à-dire faire une alerte en disant voilà, là, il y a une problématique. Il y a une problématique, donc vous appelez un acteur relais comme l'inspecteur du travail, comme le préventeur de votre service de santé au travail, moi directement. Vous nous appelez, vous nous envoyez un mail en disant voilà, là, on a vraiment une problématique de relation, on n'a plus de confiance en les uns envers les autres, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce qu'on peut utiliser ce dispositif-là? Quand vous faites ça, soit moi, je vous recontacte directement, soit on prévient, on se voit physiquement. On commence à élaborer, on va travailler sur la demande, sur votre demande, et voir ce qu'en pensent aussi les autres. C'est-à-dire, est-ce que les autres parties de l'entreprise seraient prêts à accepter ce dispositif-là? Donc, généralement, on demande à un introducteur de présenter ce dispositif-là. Hein. Comme c'est cofinancé par la DGT, je pose toujours la question à l'inspecteur du travail, hein, en disant voilà, telle entreprise m'a sollicité, parce qu'ils doivent me valider forcément l'utilisation de ce dispositif-là. Et souvent, je demande à l'inspecteur du travail, est-ce que, puisque vous avez contact avec les différents membres de la direction et des délégués syndicaux, est-ce que vous pouvez leur proposer ce dispositif-là? Et s'ils répondent favorablement, là, j'entre en contact, on commence le travail que vous allez voir par la suite dans ce webinaire. Voilà, j'ai vu tous les points. Donc, bien entendu, hein, après, c'est forcément le chargé de mission de la RAC, donc moi qui va apprécier la maturité de cette demande-là et si c'est possible de la mettre en œuvre ou pas. Hein. Si ce n'est pas possible, je dirais non, on n'ira pas plus loin. Si c'est possible, je dirais oui, allez, on s'engage. Et avec l'accord volontaire de toutes les parties. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'agit pas sur le fond, on n'agit pas sur le problème lui-même. On va agir sur le cadre. Et le cadre, c'est quoi? C'est quand on est dans un conflit, l'émotion souvent prend le dessus et les enjeux de pouvoir vont avec. Parce que si on réfléchit sous le coup émotionnel, on veut bien souvent on veut détruire l'autre. En fait. On veut lui prouver qu'on a raison, prouver qu'il a tort. Et pour ça, on va chercher des leviers. Et ces leviers, c'est souvent le pouvoir. Et du coup, on en vient à oublier le conflit lui-même. J'ai des collègues facilitateurs qui m'ont dit, voilà, on a intervenu dans une entreprise, impossible de se rappeler l'origine du conflit, tellement il était ancien. Et si on ne se rappelle pas l'objet du conflit lui-même, comment le résoudre? Donc, on pose le cadre, et petit à petit, au lien des différentes étapes de ce processus, on va remettre l'objet lui-même du conflit au centre de discussion qui va permettre une réduction des enjeux émotionnels et des enjeux de pouvoir. Et du coup, on ne sera peut-être toujours pas d'accord, mais au moins, on va plus s'envoyer des noms d'oiseaux. L'objet du conflit sera toujours posé sur la table, on peut en parler, et dès qu'on a une ouverture pour pouvoir le résoudre de manière conjointe avec un objectif commun, on va pouvoir se lancer. Mais si on ne fait pas ça, bien souvent, non seulement ça bloque la difficulté qui n'est pas résolue, mais ça bloque aussi les autres. Parce que on s'écharpe là-dessus, on va s'échapper sur tout le reste. Même les points non conflictuels, on ne va pas arriver à les traiter. Et là, ça devient une catastrophe pour l'entreprise qui peut se retrouver paralysée. Comment on arrive à ça? Encore une fois, un truc tout simple,
c'est de se dire que l'objet réel peut être très différent suivant le point de vue qu'on prend. Et du coup, suivant d'où nous, on regarde cet objet, on peut avoir une vision complètement différente de notre interlocuteur. Et il faut bien comprendre qu'on a raison, mais ça ne donne pas tort à l'autre. L'autre a raison aussi, de son point de vue. Une fois qu'on a compris ça, ça remet en perspective notre perception de l'autre en disant que finalement, ce n'est pas contre moi qui se plaint, c'est peut-être parce que, de son point de vue, différent du mien, il ne peut pas être d'accord avec moi. Alors, il va falloir faire l'effort, vous voyez, d'aller d'un côté jusqu'à l'autre pour se rendre compte du point de vue de son interlocuteur et de se dire, effectivement, si je suis à sa place, j'agirai comme lui. Et là, c'est tout le dialogue qui va changer, tout le dialogue qui commence à devenir différent. Tout ça nous amène à quoi? Eh bien, encore une fois, on ne va pas chercher à mettre tout le monde d'accord, mais en faisant ce travail de point de vue des uns et des autres, on se rend compte que la plupart des désaccords, et là, c'est vraiment ce qui ressort de toutes les expérimentations nationales qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui, 3/4 des accords sont basés sur des malentendus. On résout les malentendus, le désaccord disparaît de lui-même, parce qu'au final, il n'y a rien d'autre à résoudre. Donc les désaccords, ça peut être des fois rien que les mots qu'on utilise qui n'ont pas la même valeur des uns et des autres. On ne comprend pas les mêmes choses, ça ne fait pas intervenir les mêmes sujets. Et du coup, rien que ce travail des fois de sémantique permet de résoudre la plupart des désaccords. Et le peu de désaccords qui restent, ça permet d'en parler, mais de façon respectueuse, constructive. Se dire, si on ne peut pas le résoudre maintenant, on va travailler les points qu'on peut résoudre tout de suite, et puis on y revient un peu plus tard. Peut-être que les choses ont évolué, peut-être qu'un nouvel acteur va pouvoir apporter quelque chose d'innovant, mais dans tous les cas, ça ne va pas bloquer tout le reste. Ces différentes étapes sont donc conséquences. Vous voyez, il y a toutes ces grandes phases. La phase d'introduction, où là, on va présenter le dispositif. La phase de préalable, où on va commencer à discuter avec les différentes parties pour comprendre un petit peu la situation, le système d'acteurs, voir si cet ensemble de systèmes est suffisamment mûr pour faire un travail de changement. Et c'est à ce niveau-là, de ce niveau de préalable, qu'on demande vraiment l'engagement des personnes. Êtes-vous prêt à aller plus loin? Oui ou non, pas de jugement. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire oui, vous engagez ou pas, c'est volontaire. Si tout le monde est OK, on passe à la phase d'intervention. 2 cadres possibles, le séminaire ou l'appui aux relations de travail, que je vais vous présenter très brièvement juste après. Et enfin, le suivi, parce que les mauvaises habitudes reviennent très vite. Donc, on estime qu'il est quand même indispensable d'avoir au moins une réunion en plénière, c'est-à-dire avec tous les acteurs, à 3, 6 et 12 mois, pour s'assurer que les bonnes pratiques qu'on a mises en route puissent se conserver. Donc tout ça, ça peut prendre du temps, forcément, suivant la taille de l'entreprise. Forcément, une entreprise de moins de 10 personnes ne sera pas accompagnée comme une entreprise de 1500 personnes. Ça va impliquer, ça va être très différent. Mais c'est du sur-mesure. On s'adapte sur mesure à toutes les entreprises et au contexte. Mais grosso modo, on voit que ça peut prendre, ce travail-là peut être pris en 2 ou 4 mois, des fois 6 mois, et avec le suivi sur 1 an. Le système d'acteurs que je vous disais, quand on appuie en séminaire, on va se concentrer essentiellement avec les relations entre les directions et les instances représentatives du personnel. Donc, ce sera les interlocuteurs privilégiés, les membres de la direction, le directeur général, les ressources humaines, les autres membres qui ont du poids dans l'entreprise, et forcément toutes les délégations syndicales si on a plusieurs, ou peut-être même aussi des représentants métiers quand la difficulté porte sur un métier en particulier, ça peut être des ajouts. Quand on fait un appui aux relations de travail, on va se concentrer essentiellement entre encadrement et les opérateurs. Sachant que, vous voyez, le cadre est quand même un peu plus large, parce que forcément, dans cette logique-là, on va aussi, des fois, inviter la direction ou inviter un délégué syndical dans cette discussion-là. Donc, le cercle est forcément plus large. En séminaire, on va agir sur 3 jours essentiellement. 3 jours avec le même format. Le matin, 2 groupes, avec chacun un atelier, bien sûr, un atelier sur un sujet,
groupe représentation du personnel, donc les délégués syndicaux, représentants métiers, une personne qui aurait une aura particulière dans l'entreprise, pourquoi pas, et un atelier direction, donc avec tous les membres les membres les plus importants de la direction, forcément. Généralement, c'est des groupes qui peuvent être de 7 à 8 personnes, mais c'est suivant la taille de l'entreprise. Et la constitution des groupes se fait bien sûr en commun lors de la phase d'engagement, c'est-à-dire pendant la phase de préalable, où on définit un petit peu qui va faire partie de ce protocole-là et les dates, surtout à quelle date on se rencontre. L'après-midi, réunion en plénière. Tout le monde se rassemble autour de la table et fait état de ce qui a été dit, exposé en atelier. Le sujet, premier jour, quel est le dialogue social souhaité, quel est l'idéal, de quelle façon on imagine que ça se passerait de mieux. Le deuxième jour, c'est l'actuel, c'est le vécu, donc c'est la journée généralement la plus difficile, la plus compliquée, parce que là, il y a une charge émotionnelle qui revient, hein. Il y a tout ce qui peut être perçu comme injustice qui revient sur la table et qui peut rebloquer le dialogue. Donc tout ça, il est important de le purger en fait. Le fait de pouvoir en parler, le fait de l'exposer à l'autre partie et que l'autre partie l'entende, comprenne le point de vue de l'autre, c'est ce qui nous permet cette purge. On va vider l'abcès, tout bêtement. Et le troisième jour, c'est le plan d'action. Comment on va aller de ce vécu-là à l'idéal, encore une fois, en construisant les enjeux communs, en construisant le dialogue commun, quelles sont les différentes étapes, quels sont les acteurs qu'on va mobiliser. Et là, on va commencer à pouvoir vraiment faire ce travail qui sera fait de façon, parce que le suivi du plan d'action sera fait de façon autonome par les entreprises, ils seront responsabilisés et vont le mettre en œuvre. Pour ce qui est des appuis de relations de travail, la méthodologie est forcément différente. Là, on va plutôt chercher à faire un diagnostic partagé avec les encadrants, avec les employés. Et ce diagnostic partagé, on va ensuite le soumettre à l'analyse de la direction et des délégués syndicaux pour ensuite faire un travail en plénière, direction encadrant, employé, qui va permettre justement, encore une fois, de voir la chose de différents angles de vue, de différentes manières, de comprendre encore une fois le point de vue des autres personnes, de voir ce qu'ils voient et de se dire que ce qu'ils voient, c'est réel. Ils ne peuvent pas agir différemment en voyant ce qu'ils voient. Et si vous donnez à voir ce que vous voyez, vous pouvez faire ce travail. Ce travail qui est donc réalisé en plénière et qui doit déboucher sur le plan d'action. On est tous d'accord sur le diagnostic, on est tous d'accord sur comment agir sur ce diagnostic. Ce qui est forcément assez délicat et c'est pour ça qu'on a besoin de 2 personnes pour s'assurer que le cadre soit toujours respecté à toutes les étapes. Et donc, ce besoin de binôme. Des signaux d'alerte, ce qui peut vous alerter au sein de vos entreprises pour vous dire oui, ce dispositif-là est un dispositif qui pourrait nous aider à sortir d'un mauvais pas. C'est la récurrence des conflits qui sont parfois dérisoires. J'en parlais il n'y a pas plus longtemps qu'hier, la place de parking. Surtout sur cette île, les places de parking peuvent être très chères et très disputées. Mais c'est dérisoire par rapport aux enjeux d'une entreprise. Mais ça peut vous pourrir des relations professionnelles et du coup, ça peut pourrir, contaminant tout le reste. Les rumeurs, les bruits de couloir, les rumeurs en temps de pandémie, c'est juste une horreur. Et ça peut encore une fois vous pourrir le développement des entreprises et des personnes, parce que je pense qu'on prend ça pour soi aussi. L'affect est très important. Les phénomènes de clan, ça c'est aussi les choses qu'on revoit très souvent. Et tout ce que vous voyez à l'écran, je ne vais pas revenir dessus, parce qu'on pourrait tenir toute la journée là-dessus, mais je pense que ça parle à tout le monde, que tout le monde comprend tout de suite en voyant ça, que oui, ça c'est quelque chose que j'ai forcément vécu à un moment donné dans mon expérience professionnelle. Et bien sûr, le sentiment d'impasse, on se dit, on ne peut rien faire, ça ne va pas comme ça. On essaie de développer des méthodes innovantes comme ce dispositif-là pour dépasser cette impasse. Ensuite, c'est où est-ce qu'on se positionne, où est-ce qu'on va intervenir. Comme je vous ai dit, quand on est en conflit ouvert, c'est pratiquement impossible. Éventuellement, en cas exceptionnel, un conflit ouvert où tout le monde arrive encore à se mettre autour de la table sans s'insulter, je peux dire qu'il y a peut-être quelque chose à développer. Mais sinon, on attend que le conflit ne soit plus ouvert, qu'il soit au minimum à larver pour pouvoir remettre les choses sur la table et enclencher ce dispositif-là.
Mais le mieux, c'est lors de la zone préventive de la mésentente. Lorsque l'on commence à comprendre qu'il y a de la frustration, qu'il y a un petit peu de ressentiment, que les gens ne s'entendent plus comme avant. C'est plus comme avant, c'est un mot qui doit alerter. Là, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire qui va nous permettre d'éviter ce crescendo qui est presque inévitable si on n'applique pas un correctif tout de suite, si on n'éteint pas le feu au niveau des racines, au niveau des braises, ça va vite se contaminer, ça va vite se développer. Si jamais vous souhaitez vous rendre compte plus en détail de ce que ça peut apporter au sein de vos entreprises, il y a énormément de témoignages qui ont été publiés par le réseau Anactaract. Je vous ai mis sur ce support 3 liens YouTube où vous allez avoir des personnes qui s'expriment, sont soit un facilitateur, soit des personnes qui ont vécu ce dispositif-là, des employés ou des directeurs. C'est très intéressant d'écouter leurs témoignages. Ce n'est pas trop long, ne vous inquiétez pas, mais c'est vraiment très informatif. Il y a aussi des contenus écrits sur le site Anactaract. Je vous remettrai peut-être le lien en plus avant de vous envoyer ce support. Je vous enverrai ça. Des rapports d'expérience, en fait, des retours d'expérience très informatifs, voir comment ils ont fait. C'est-à-dire que des fois, il y a des situations qui sont bien pires que les nôtres, et ils ont trouvé, ils ont réussi. Ce dispositif-là a été appliqué, ils ont réussi. Alors, pourquoi pas nous? Pourquoi pas au moins le tester? Ne serait-ce que de le tenter, c'est important. Donc voilà pour tout ce que j'avais à dire sur ce dispositif. Donc on l'a vu peut-être assez rapidement, mais c'est un dispositif donc, sur les relations sociales qui comprennent le dialogue social institutionnel et les relations de travail. Et maintenant, la parole est à vous. J'attends vos questions. J'attends de pouvoir y répondre. Je vais couper le partage pour pouvoir vous voir. Déjà des questions sur le chat qui ont été posées. Oui, dis-moi. Donc, première question, sur le contenu déontologique, comment vous vous positionnez par rapport à la confidentialité des propos ou bien l'anonymat? Excellente question. Si on veut parler en toute confiance lors d'un atelier, lors d'un entretien avec un facilitateur, c'est indispensable de savoir comment se positionne ce facilitateur dans le domaine de la confidentialité. C'est pour moi un fort prétexte pour ne pas écrire des tonnes et des tonnes et des tonnes de rapports. Parce que du coup, effectivement, tous les propos qui sont tenus en confidentialité lorsqu'il y a un entretien entre un interlocuteur et le binôme de facilitateur, ça reste au niveau de cet entretien-là. Le binôme peut éventuellement prendre des notes, mais ces notes ne sont partagées à personne. Elles restent au niveau de ce dispositif-là, uniquement entre le binôme pour pouvoir éventuellement des fois faire des temps de régulation sur les actions à mener. Mais dans tous les cas, on prend très très peu de notes. Et même nos propres notes sont souvent anonymisées. C'est-à-dire, sur mon carnet de notes, je n'écris pas qui dit quoi. En fait. Je note plutôt la façon dont les choses sont dites. Je note plutôt dans quel sens vont prendre les attaques pour voir si éventuellement il y a un jeu d'acteurs à désamorcer. Mais du coup, oui, la confidentialité est là et elle est indispensable. Et quand on fait une phase plénière, je prends l'exemple de la phase plénière d'engagement, c'est-à-dire dans les préalables, on voit les différents acteurs, je vois les différents délégués syndicaux, je peux voir les différents membres de la direction. Lorsqu'on rentre dans la phase plénière, on rassemble tout le monde, tout ce petit monde qui a été vu en préalable, et jamais le binôme de facilitateur apporte un propos qui a été abordé dans les entretiens. On va éventuellement tendre la perche pour qu'une personne puisse rebondir dessus, mais on ne lui dira jamais « Ah tiens, pendant l'entretien, vous avez dit ça, est-ce que vous voulez le dire à tout le monde ?» Non, ça on ne dit pas, puisqu'on le met en difficulté. Non, on va lancer un sujet, que pensez-vous de ceci, cela, et après la personne prend la balle au rebond si elle le veut, mais à aucun cas elle sera visée. Donc voilà un petit peu pour le positionnement. C'est très important d'être très clair dessus dès le départ. Une autre question? Après, ce n'est pas des questions, mais des petites remarques. Alors, il y a changer d'angle de vue, trouver le point commun. Ça, c'est important. Il faut vraiment se dire que moi, j'ai raison, ça ne donne pas tort à l'autre. L'autre peut avoir raison de son point de vue. Et à partir de là, c'est vraiment toute la conception du langage et du dialogue qui change. C'est vraiment important à retenir. Pour moi, c'est même la clé de voûte de tout ce dispositif-là.
Après, on a une autre remarque aussi concernant les rumeurs, les ladi-la-fée, comme on dit à La Réunion. J'adore ça. C'est la première expression que j'ai apprise lorsque je suis arrivée à La Réunion. Ensuite, on m'a appris comment il est là, il est là. Oui, ça, ça peut vous pourrir et vous paralyser toute une entreprise et avoir des incidences sur les risques psychosociaux, parce que ça donne un climat très lourd en termes de relations sociales. Les personnes viennent des fois au travail la boule au ventre en se disant mais qu'est-ce qu'ils vont encore dire sur moi, ou même si c'est pas sur soi, des fois c'est quand on voit des rumeurs lancées sur les autres, on se dit oh, j'aimerais pas être à sa place. Du coup, ça angoisse justement en se disant mais si j'étais à sa place, moi comment je vivrais? Ce système d'angoisse, c'est destructeur, mais pour tout le monde, hein, pour celui qui génère la rumeur, parce que des fois, celui qui génère la rumeur, c'est une propre angoisse qu'il a lui-même, mais pour celui qui la vit, que ce soit un ouvrier, que ce soit un encadrant, que ce soit un directeur, tout le monde, sincèrement, le vit très mal. Il ne faut pas croire que, parce que, par exemple, si on est directeur et qu'on peut se payer un moment de relaxation haut de gamme le week-end, ça ne va pas décharger tout ça. Hein. Dès qu'on met un pied dans l'entreprise, hop, ça revient. Et là, c'est parti. C'est les angoisses, la boule au ventre. Tout le monde est impacté pour ça. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Alors, une question en mode pompier. Comment vous intégrez ou vous prenez en compte le taux de turnover qui est un indicateur du diagnostic? Le turnover est forcément un indicateur. Après, le problème, c'est que c'est un indicateur qui est multifactoriel. C'est-à-dire, il est très difficile de dire que cet indicateur dépend d'un facteur seul. Ça, ce n'est pas possible. Par exemple, en temps de pandémie, vous prenez le turnover des infirmiers qui est très élevé. Pourquoi? D'une part, parce que forcément, il y a le problème de transmission du virus, mais il y a aussi le fait qu'il y a énormément de postes qui se sont ouverts. Et du coup, si moi, j'ai la moindre insatisfaction dans mon poste, hop, tout de suite, je vais ailleurs et vous retrouvez immédiatement. Donc, il n'y a plus aucune crainte de quitter son poste. Mais après, si c'est du fait du climat social, ça vous donne tout de suite le ton. C'est-à-dire, là, oui, il faut mettre en place quelque chose qui va vous permettre de résoudre ce climat dégradé en termes de relations professionnelles. D'autres questions? N'hésitez pas à prendre encore une fois la parole, hein, si vous voulez dire un mot, partager par exemple votre expérience, hein, si vous avez une expérience à partager, vous pouvez nous l'apporter. Hein. Que vous soyez actif en entreprise, que vous soyez consultant, vous avez, par exemple, lors d'une intervention, vous vous êtes rendu compte que oui, comment définir un plan d'action si personne ne s'entend, ou alors si je fais un audit RPS, mais que cet audit RPS a pour unique but de servir d'argument pour charger l'une ou l'autre des parties, vous voyez bien que le plan d'action est difficile à mettre en place. En parlant de prévention, hein, si vous voyez qu'il y a de la souffrance au travail, première chose à se dire, est-ce que le dialogue est sain au sein de l'entreprise? Car il sera compliqué d'agir sur cette souffrance au travail si on n'arrive pas à se dire les choses de façon constructive. Si déjà, dès le dialogue, on dit, voilà, regarde, il y a du turnover, un tel est parti, c'est ta faute, parce que le style de management ne va pas, parce que l'outil qu'on utilise ne vont pas, peu importe la raison, hein, la raison n'a aucune importance en réalité, hein, c'est vraiment le cadre. Il faut faire en sorte que le dialogue puisse être posé sur la table sans qu'il y ait des attaques personnelles. Ça, c'est aussi un des points clés de ce dispositif. Adèle Fontaine qui dit « La démarche est très intéressante, il y a une matière pour bien réfléchir à une transposition à un secteur. » Oui, c'est que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est des êtres humains. La différence, c'est que dans le public, le cadre est un peu différent, forcément, et que cette méthodologie-là, qui vient du Québec, a été pensée dans un domaine privé. Le cadre privé et public étant très différent en France, il faudra des adaptations, forcément. Mais ces adaptations peuvent être co-construites. Encore une fois, moi j'ai le fond, j'ai la formation de fond avec ce dispositif-là. Et pourquoi pas imaginer avec une institution publique qui aurait des difficultés de dialogue social, pourquoi pas imaginer avec eux un protocole qui pourrait respecter ce fond-là et que les différents acteurs en présence seraient OK pour se dire on va tester, on va essayer.
Et encore une fois, on a un objectif commun à atteindre, et c'est cet objectif commun qui va nous permettre de prendre de la hauteur sur les choses et de voir le point de vue des autres et de traiter ces difficultés. Autre question, dispensez-vous de la formation à la Réunion? Alors pour l'instant, non, il y a une formation qui a été faite il y a quelques années. Donc là, c'est des formateurs de métropole qui sont venus à La Réunion pour former des consultants sur place. Est-ce qu'on peut réitérer cette formation sur place? Ça dépendra forcément des demandes qu'on va avoir. Pour l'instant, les demandes sont faibles. S'il y a de plus en plus de demandes, je ne pourrais pas y répondre seul, évidemment, et donc on se reposera sur qui veut bien se former à ça. Dans tous les cas, des formations sont disponibles en métropole, donc si vous voulez faire le déplacement en métropole pour vous former à ce dispositif-là, c'est possible. Il faut vérifier les dates de formation sur le site de l'ANACT, car c'est eux qui retransmettent les dates de formation. Alors, question piège. Lors d'un audit social, dans un groupe de restauration collective, un des éléments négatifs et conflictuels ressortis fut la reconnaissance salariale. Le problème, c'est que c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Il y a des accords de branche en cours pour les salaires, mais comment agir pour rassurer l'entreprise? Et oui, c'est souvent enfoncer les portes ouvertes, de toute façon, ce genre de conflit-là, parce qu'on sait tous ce qu'il y a derrière. Encore une fois, c'est bien comprendre le cadre complet dans lequel on se trouve, dans quel contexte complet on se trouve. Parce qu'effectivement, la reconnaissance salariale, c'est indispensable. On veut vivre correctement de son travail, surtout en restauration. C'est un travail qui est quand même assez compliqué, avec des horaires souvent atypiques, avec des phases de stress qui peuvent être, des pics de stress qui peuvent être intenses lors des coups de feu ou lorsqu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, cette reconnaissance salariale, ça permet de comprendre un petit peu ce contexte de travail difficile. Et si elle n'est pas là derrière, pourquoi? Pour quelles raisons? Là, c'est là que, dans le cadre de ce dispositif-là, on va faire l'effort, encore une fois, de voir ce qui se passe de l'autre côté. Par exemple, si moi je suis serveur, je vois mon angle de vue. Est-ce que je peux prendre un petit peu la position du chef du restaurant pour comprendre pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il agit de cette manière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'oblige à faire comme ça ou pas? Et c'est le genre de dialogue qu'il faut avoir au sein d'une entreprise. C'est avoir vraiment la possibilité de se mettre à la place des autres et de voir de son point de vue quelles sont les contraintes qui l'empêcheraient d'agir différemment. Quelles sont les portes qu'on pourrait ouvrir pour agir différemment. Ça, c'est le plus important. Se dire que ce n'est pas forcément toujours comme ça. Il ne faut pas rester sur les quiproquos. Il ne faut pas croire que c'est comme ça, on ne peut rien. C'est une phrase à bannir. On peut toujours faire quelque chose, c'est juste repérer les portes qu'on peut ouvrir, qui peuvent être très difficiles. Certaines portes sont très, très bien cachées. Alors, en tant que consultant formé au dispositif en 2018, mon attente est de pouvoir systématiser les échanges de pratiques entre tous les facilitateurs. Oui, c'est quelque chose qu'on pourrait développer, effectivement, parce que le réseau a été... le dispositif à réseau a eu une première session de formation fin 2018, début 2019, si ma mémoire est bonne. S'en est suivi le confinement et le départ de la personne animateur de ce dispositif-là de la Réunion. Et du coup, forcément, depuis 2019, il y a rien eu de mené sur ce champ-là. Donc, je le reprends actuellement. J'ai pu me rapprocher pas de transparent, j'ai pu me rapprocher de Juliette Brice avec qui on a pu faire une première intervention. Maintenant, comment on va faire pour la suite? C'est peut-être quelque chose que je vais vous proposer, que je proposerai aux consultants qui ont été formés à ce dispositif-là. Il faudrait que je retrouve l'ensemble des consultants qui ont été formés. De se faire un petit réseau sur place entre les consultants qui ont été formés pour, encore une fois, partager ces pratiques-là et puis pouvoir, par la suite, comment on peut travailler ensemble, parce qu'il va falloir qu'on interagisse, forcément. On oppose parfois à réseau aux formations communes de format dialogue. A-t-on déjà mis en œuvre les deux dispositifs en complémentarité? Donc là, on met en œuvre opérationnel le dispositif à réseau. Notre souhait, effectivement, ce serait de pouvoir proposer des formations conjointes. En conjointe, on l'entend, c'est-à-dire avoir pour le CSE, avoir les élus et les membres de direction ensemble à la même formation. Car il est très important que ce ne soit pas une formation dirigée vers comment je peux m'opposer à l'autre, qu'est-ce que je peux obtenir de l'autre,
quels sont les leviers et les forces pour tirer le maximum et presser l'autre comme un citron. Parce que des fois, on peut se dire, ouais, bon, bah, si un délégué syndical veut presser comme un citron un directeur, des fois, certaines personnes se disent, bon, pourquoi pas? Mais inversement, c'est totalement inacceptable. Un directeur ne peut pas dire, je veux presser comme un citron les élus. Vous voyez, donc, il faut se dire que ni l'un ni l'autre n'a le droit de presser son interlocuteur. Encore une fois, il faut de la confiance, il faut du co-développement. On doit pouvoir se développer ensemble, en même moment. Et donc, pour moi, la base, c'est la formation, encore une fois. Il faut qu'on puisse se former au même moment pour partager justement les valeurs communes, pour partager les mots, les sens des mots en commun, et que se dire que le CSE, c'est pas juste, je présente ma politique d'entreprise, après j'ai fait mon job, j'ai fini. Non, c'est vraiment l'opportunité de mettre des problèmes sur la table et trouver des solutions efficaces et opérationnelles. Ça, c'est vraiment un outil qui est magnifique, mais trop souvent mal employé. Il y a M. Amato qui te dit merci. Donc, privilégier une approche systémique et holistique par rapport à la question piège. Oui. Personne ne peut prendre la parole, parce que je me sens un peu tout seul à parler depuis tout à l'heure. J'ai la bouche, c'est sèche. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère avoir été clair. J'espère que je vous ai donné à voir une belle vision, ce dispositif en lequel moi, je crois très fortement. Au-delà de croyance, c'est aussi un dispositif qui a démontré son efficacité au national, qui est très largement utilisé au Québec. Donc, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et on en a besoin. On voit que le dialogue social, ça fait la une souvent des journaux en disant que tout va mal, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire, mais on peut le faire vraiment que ensemble. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Une bonne participation. Si vous avez encore quelques petites minutes, j'aimerais recueillir votre avis sur ce webinaire-là. Donc, juste avoir une petite note, savoir si ce webinaire vous a plu. Comme ça me permettra de savoir si c'est des choses qu'on pourra recommencer ou pas. Donc, si tu peux peut-être remettre le lien Bicast sur le lien de la plateforme, comme ça vous permet d'aller sur Bicast et de pouvoir me noter. Je commence la notation. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est 1 à 5 étoiles. Vous mettez, encore une fois, c'est anonyme, n'hésitez pas. Vous mettez le vote que vous voulez, vous estimez que voilà, ce webinaire était sympa, ce webinaire était ennuyeux. En tout cas, il y a plein de commentaires qui disent merci pour cette intervention, merci beaucoup, super intervention. Ce webinaire, dans tous les cas, sera proposé en replay. Hein, on vous enverra le lien très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de l'ARAC de Réunion, car vous y retrouverez aussi toutes les informations et toutes les relances qu'on peut faire concernant ces sujets-là. Hein, donc, et sur les réseaux aussi, sur LinkedIn, on est actif aussi, sur Facebook, et on a aussi Instagram. Voilà, oui, hein, n'oubliez pas, même Instagram, hein, si vous avez des choses à nous partager, pourquoi pas, ça peut être très, très intéressant. Parce que il faut bien se dire que l'ARACT seul ne pourra pas faire grand-chose. Hein. Une toute petite, on est une petite équipe, il ne faut pas se leurrer, il y a des milliers d'entreprises, donc on ne pourra le faire qu'avec vous et avec votre participation. Il faut qu'on mobilise tous les acteurs de cette île pour rendre l'avenir meilleur. Est-ce que l'on peut retrouver un descriptif de la méthode du dispositif sur le site de l'ARACT ou ANACT? Oui, vous avez la plaquette de présentation de ce dispositif. Hein. Je vais vous l'envoyer. On va vous l'envoyer tout de suite après avec ce support dans lequel vous avez déjà les liens vers les vidéos, un lien qui vous permettra de télécharger les retours d'expérience de votre entreprise et le lien vers la ressource de cette plaquette-là. Parce que c'est la plaquette-là que j'envoie à tout le monde quand on me demande justement est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le dialogue social. Et est-ce qu'on peut vous contacter pour des conseils? Alors, n'hésitez pas, oui, vous pouvez m'envoyer un mail ou me donner un petit coup de téléphone, sachant que j'ai peu de temps disponible, donc le conseil pourra être malheureusement que très parcimonieux. Hein. Je ne pourrai pas aller plus loin que le conseil, ou alors il faudra vraiment enclencher ce dispositif-là. Hein. Malheureusement, comme toutes les associations soumises à des enjeux de financement, mais je suis toujours très disponible, hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Si je ne vous réponds pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, hein, je répondrai dans les 48 heures qui suivent. Hein, ça dépend de l'activité, encore une fois, mais je réponds toujours. Et si jamais j'ai malheureusement loupé votre mail, n'hésitez pas à me relancer. Hein,
je ne prête pas d'intention, hein, je ne dirai pas non, cette personne me harcèle, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous me relancez, je vous réponds et on fait en sorte de pouvoir diffuser toutes les bonnes pratiques pour améliorer les conditions de travail sur notre belle île. Voilà, j'ai eu 12 réponses, on va voir la note. 4,58, merci beaucoup. Je vois que c'est un webinaire qui a plu, donc peut-être un webinaire que je recommencerai pour sensibiliser, continuer cette sensibilisation. Du coup, n'hésitez pas, vous, par la suite, à dire, voilà, on a vu ce dispositif-là, ils ont un replay, ils sont disponibles, peut-être qu'ils proposeront à une autre occasion lors de la semaine de la QVT, par exemple en juin, ou lors de la semaine du réseau de septembre. Là, on va peut-être proposer un nouveau webinaire comme ça, avec peut-être plus de temps d'échange, on verra comment on peut animer les temps d'échange. Mais il faut continuer l'effort, hein. Sinon ça va être quelque chose qui va vite disparaître, retomber comme un soufflé. Si on veut que ça vive, il faut l'animer, et on peut l'animer que tous ensemble. Voilà, merci beaucoup pour votre participation, pour vos questions. Merci encore une fois, et puis j'espère à très bientôt. Merci à tout le monde.